Salut à toi, amateur, voire amoureux de la pétanque. Pratiquant ou pas, penses-tu qu'il y ait une différence entre des joueurs loisirs et des joueurs licenciés? On pourrait se dire, oui, en termes d'attitude, de comportement, de technicité, de stratégie, voire de connaissance du règlement. Franchement, je n'en suis pas certain. C'est pourquoi je vous propose des réflexions personnelles qui permettraient peut-être d'éclaircir un peu les idées de chaque pratiquant. Lorsque vous vous inscrivez dans un club, il devrait y avoir une fiche introspective pour vous. Pourquoi vous vous inscrivez dans ce club? Ce qui permettrait de favoriser les créneaux et de distinguer les pratiquants. Pas de quiproquo, pas de malentendu. Certains désirent jouer en loisir et d'autres en compétition. Donc certains viennent jouer pour se détendre et faire passer le temps, faire des rencontres. Et d'autres ont une approche plus compétition, avec des objectifs d'amélioration. Ainsi, selon la fiche d'inscription, les licenciés n'auront donc pas la même approche. Les deux étant bien respectables, mais ces deux approches seront vite divergentes. L'un étant plus pour la détente, versus l'autre étant plus sur une approche rigoureuse, dans une approche sportive. On demandera des préférences aux joueurs. Est-ce qu'ils viennent pour se détendre, s'amuser, rencontrer les copains, jouer à la mêlée? Ou bien ils sont là pour apprendre des techniques, le règlement, la stratégie. Ainsi, il sera donc plus simple de monter les équipes en ce sens, via des tableaux où on pourra mêler les différentes informations. Est-ce que toi, joueur, tu préfères tirer, pointer ou faire les deux? Est-ce que quelle formation tu aimes? Jouer en tête à tête, doublette, triplette? Donc à deux boules en triplette. Est-ce que tu as un jeu plutôt offensif ou défensif? Et ton tempérament, tu es plutôt calme, plutôt sanguin, plutôt prolixe à vouloir discuter, plutôt analytique à regarder le jeu et à bien analyser, ou bien plutôt instinctif, pas prise de tête, c'est facile les boules. Et ton rôle, qu'est-ce que tu aimes faire? Mener le jeu? Prendre la décision? Plutôt ne pas prendre la tête, exécuter. Je fais confiance. Ou plutôt juste vite participer à la discussion et aux choix réalisés, mais sans non plus trop t'immiscer. Et quelle est ta distance de jeu? Est-ce que tu préfères les jeux courts, 6 mètres, 7 mètres, ou bien les jeux intermédiaires, 8 mètres, et un peu plus longs, 9, 10 mètres? Et avec un œil neuf, tu pourras aussi réaliser un rapport d'étonnement, si tu le désires. Rédiger vraiment ce qui se passe par ta tête quand tu prends une licence pour la première fois. Par exemple, quand toi tu as pris une licence, est-ce qu'on a vérifié si tu connaissais le règlement, les notions de sécurité, par exemple ne pas traverser le terrain quand ça joue, quand ça s'échauffe, comme au tir à l'arc par exemple. Le placement sur le terrain, on t'a déjà dit comment on fait écran pour aider ton partenaire? Est-ce que depuis que tu as pris ta licence en club, on t'a donné des bases techniques de stratégie, des axes d'amélioration? C'est comme si tu t'inscrivais à un club de boxe ou d'arts martiaux et que tu allais à un cours et au lieu qu'on te donne chaque semaine des programmes d'entraînement sur la technique, sur la stratégie, tu venais juste pour te friter. Soit tu es doué naturellement et être en mieux pour ton ego et pour ton corps, pour ton intégrité physique, soit bah désolé, ça va faire mal. Et quand tu es dans un club, franchement tu le représentes, as-tu la sensation d'appartenance de ton club de pétanque? Dans quel autre sport tu peux jouer avec des membres d'un autre club sportif de cette discipline? C'est juste un rapport d'étonnement, c'est factuel, c'est juste voilà ce qui peut arriver pour certains et se posent cette question. Et notamment quand tu es dans un sport, le foot, le basket, tu t'inscris, tu vas faire un match le dimanche, est-ce qu'on te demande de l'argent pour participer à ce match?
D'où malheureusement aussi cette notion de partage, qui à mon sens, à ma connaissance, n'est pas connue dans les autres sports. Et ça casse un peu la notion de mérite et de dépassement de soi. Et même ça renforce l'idée du côté aléatoire et de paresse du jeu, à mon sens, des joueurs. Est-ce que tu imagines la finale de Coupe du Monde de foot, on te dit bah tu la regarderas pas puisqu'en fait ils l'ont fait au partage à la pièce et voilà. Les gagnants sont. Bah ça éveille un peu une déception du public qui est également là parfois pour voir les plus belles parties qui normalement, logiquement, se dérouleront en quart, demi, voire finale. Autre point, t'a-t-on sensibilisé au matériel nécessaire et indispensable à une pratique sportive? Tout simplement, est-ce que tu sais qu'il y a des boules de compétition, des boules de loisirs qui sont équilibrées, homologuées, etc. Est-ce que tu penses toujours avoir un cochonnet? Si tu pratiques, combien de licenciés viennent en compétition sans cochonnet? Ou même en entraînement d'ailleurs. C'est assez aberrant, c'est comme si tu allais au foot et qu'il n'y avait pas de ballon, bah tu peux pas jouer. Tu prends le risque en tout cas, s'il n'y a pas une âme bienveillante qui te prête un cochonnet, un but, un bouchon. Bah, pour éviter tous les litiges, et puis pour cette approche sportive, un cercle. Ça permettra d'éviter les triches volontaires ou involontaires et vraiment de respecter les distances de jeu. L'aspect sécurité, des chaussures fermées. Est-ce on insiste sur ça? Et puis ce confort de jeu, d'équilibre, de stabilité. Est-ce qu'on t'a donné des... Oui aussi pareil, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas de mètre pour mesurer lorsqu'il y a un peu un doute sur un point à mesurer. Ça évite les litiges, ça évite les prises de tête et voilà. Il n'y a aucune honte à mesurer, au moins tu as l'esprit serein pour pouvoir jouer. Est-ce qu'on t'a conseillé justement en astuce d'avoir un chiffon pour nettoyer tes boules, pour essuyer tes mains potentiellement, pour préserver ton dos et ton énergie, ton influx nerveux, des chaufferettes, enfin des ramasse-boules, pardon. Et justement, lorsqu'il fait froid, pour éviter que le froid te prenne, notamment au niveau des extrémités, ça peut servir en période hivernale ou lorsqu'il y a des froids. Est-ce qu'on t'a d'ailleurs aussi donné des astuces? On peut observer beaucoup de joueurs d'ailleurs de haut niveau qui crachent sur leur boule ou dans leurs mains. Est-ce que c'est pour donner plus d'accroche, etc. Je ne sais pas. Donc un décamètre aussi pour voir les distances réglementaires entre 6 et 10 mètres où on peut jouer. Et après, justement, pour ces gestions de parties, ou plutôt entre les parties, l'économie d'énergie. Avoir une chaise repliable de camping qui permet justement de se reposer les jambes et le corps entre les parties. Et pour se préserver de l'extérieur des intempéries, et ben un couvre-chef, une casquette, un bob, qu'importe, un bonnet, un parapluie, des lunettes de soleil pour se protéger du soleil, et une crème solaire, et aussi de quoi s'hydrater, de l'eau. Donc, avec cette approche sportive, n'y a-t-il pas des programmes d'entraînement chaque semaine, comme en CrossFit, lorsque tu vas à tes séances d'entraînement, avec différentes thématiques, notamment justement la mobilité, la souplesse pour les jambes, les épaules, le haut du corps, afin de travailler l'équilibre, la stabilité de tes appuis lorsque tu joues. Super important dans un sport d'adresse et de précision. Le renforcement musculaire justement pour avoir cette capacité endurante de pouvoir jouer des parties de 1-2 heures multiplié par le nombre de parties lorsqu'on est en concours si tu vas jusqu'au bout de 7 parties. Donc ça fait quand même quasi en théorie 7 heures plus de 7 heures de jeu et encore on ne compte pas les temps de pause, d'où l'intérêt d'avoir une chaise ou quelque chose pour se reposer et de s'hydrater régulièrement, etc. pour éviter les crampes et la fatigue musculaire. Bah, la coordination, parce qu'on te fait travailler justement le fait que la boule sorte bien sous la main, sans geste parasite, sans défaut, avec oui, des défauts de sortie de boule qui font que tu donnes un effet involontaire à la boule, ce qui rend irrégulier ton résultat. Donc ça va avec la technique, comment faire des gestes, des effets gauche-droite, un effet rétro, jouer nature, etc. Et la stratégie, est-ce qu'il y a des mises en situation de
de faits de jeu ou de parties où les deux sont possibles, on doit tirer, pointer, ou c'est plus le jeu de tirer ou de pointer, et qu'est-ce que c'est que cette notion de jouer à l'envers? Est-ce qu'il fallait pas mieux tirer avant de pointer, etc. Et donc briefer, débriefer des parties et de discuter de l'attitude, du comportement, justement de la réaction des joueurs et de soi-même en conditions de tension lors d'une partie à enjeu ou lorsqu'on est mené ou lorsqu'on est en avance, on est 12-0 et qu'on perd 12-13 parce qu'on n'a pas réussi à finaliser la partie puisqu'on s'est relâché ou les autres se sont réveillés, qu'importe. Lorsque l'écart est aussi énorme, c'est rare qu'une remontada soit possible, à part si les autres vraiment jouent à 100%, voire à 200%. Autre point, l'importance de la vision. On est sur un sport d'adresse, de concentration, et finalement, on peut fatiguer au niveau du regard, mais un autre point, c'est justement ton œil directeur. Voilà le test, hein, tu mets un point fixe entre tes mains, tu ouvres les deux yeux, tu fermes l'œil droit et si l'image se décale de ton point, ça veut dire que ce n'est pas ton œil directeur. Et quand tu fermes par exemple l'œil gauche et que tu as l'œil droit ouvert et que l'image ne bouge pas, ça veut dire que ton œil directeur est droit et vice versa. Et donc par exemple pour mon cas, je suis droitier et j'ai l'œil directeur gauche. Et je suis en train de faire les tests à l'heure actuelle, de passer en gaucher avec mon bras gauche pour jouer. Alors c'est pas simple, hein, puisque c'est comme si je redémarrais à zéro en termes de technicité, d'adresse, d'appréhension, de préhension de la boule. Mais j'ai l'impression de moins forcer le geste, et donc d'avoir moins de gestes parasites. Est-ce que c'est dû à l'œil directeur ou est-ce que c'est dû aussi à des défauts que j'ai acquis au fur et à mesure en tant que droitier que j'efface puisque je ne les ai pas du tout en tant que gaucher, ou un mix de tout ça? Je n'en sais rien. En tous les cas, au tir à l'arc, lorsque tu commences et tu débutes le tir à l'arc, on te demande déjà de vérifier quel est ton œil directeur. Et que tu sois droitier ou gaucher, c'est en fonction de ton œil directeur que tu choisiras ta position. Est-ce que tu bandes, tu tires du côté droit ou du côté gauche? Donc l'importance de l'œil directeur, c'est un point qui pourrait être étudié à mon sens pour les comités techniques et tous ceux qui font de la biomécanique qui font des études peut-être sur la pétanque et sur les jeux de précision. Et donc justement dans toutes ces approches en club, si on en parle à ces plus de 200 000 licenciés, est-ce que tous sont au courant de cette notion de données? Est-ce que je me répète, mais la technique existe et est-ce on insiste sur le fait qu'ils doivent jouer sous main et comment gérer la trajectoire et la courbe, comment serrer une boule en effet rétro par exemple, et donc savoir jouer, glisser les boules, faire des demi-portées, la portée. Et donc dans cette réflexion, de manière non simple, je propose ce tableur, mais c'est juste une idée, un draft, un brouillon, pour donner peut-être des outils afin de s'auto-évaluer ou d'évaluer des licenciés, des joueurs qui veulent jouer en compétition dans un club, et pouvoir finalement être factuel, objectif sur les performances de chacun. Donc l'importance du lancer de cochonnet, donc entre 6 et 10 mètres, on lance 3 fois le bouchon sur terrain lisse, irrégulier et avec des pentes par exemple, et on regarde le degré de précision. Et sur 3 lancers, si c'est 3 sur 3, ok, tu peux arriver à un score maximal de 15, et si tu n'arrives pas à bien lancer le cochonnet, et même tu n'arrives pas du tout, ça sera 0. Donc le score est de 0 à 15, enfin à 3. Et idem pour le point. Donc sur la technique de faire glisser les boules, rouler, que ce soit sur terrain lisse, irrégulier, terrain de pente, comme ça on peut en plus se rendre compte que des techniques sont plus adaptées à certains terrains. Et pareil, avec 3 boules, regardez sa régularité. Et l'idée c'est de mettre aussi en situation, donc ne pas jeter 3 boules à la suite rapidement, mais vraiment respecter par exemple minimum 30 secondes d'intervalle, voire 1 minute, comme si tu étais en partie, tu joues ta boule, t'attends que ton partenaire joue, voire l'adversaire joue, et tu joues. Et tu vois ta régularité. Et donc tu peux faire ça aussi en demi-portée, portée, au point,
sur différents terrains pour voir aussi peut-être que tu as des terrains où tu es plus à l'aise, par exemple le terrain lisse où il faut faire plus glisser, ou plutôt des terrains irréguliers, voire cailloux où le jeu est plus à l'envoi et tu y arriveras mieux. Et pareil en distance. Peut-être que tu as, plus de facilité à 6 mètres, peut-être que d'autres ont plus de facilité à 10 mètres. Et ça, tu peux donc scorer tout ça. Et en fonction de ton score, tu pourras dire ah bah j'ai un score entre je sais pas moi de tireur, je fais 45 sur 90, je tire une boule sur deux, je peux à juste titre me prétendre un peu tireur ou milieu puisque j'ai une moyenne quand même de 1 sur 2, ce qui est plutôt correct en compétition. Après idéalement un bon tireur il fait 2 sur 2 en triplette, voire 3 sur 3 en doublette, mais c'est déjà pas mal, hein. Et justement, si tu veux être tireur et que tu fais 0,5 sur 2 ou 0, bah voilà, tu sais que voilà, factuellement, bah, tu as à travailler. Et pareil pour le point, parce que souvent on dit que voilà, je suis pointeur parce que je sais pas tirer. Et je trouve ça regrettable parce qu'en fait c'est par défaut qu'on dit qu'on est pointeur. Mais quand après on regarde des vrais pointeurs, bah, c'est pareil, ils font du 3 sur 3 sur tout terrain, sur différentes distances. Et c'est pas des boules à 1 mètre, etc. Et c'est aussi ça la capacité du pointeur, c'est pas forcément aller en direction du cochonnet lorsqu'il y a une stratégie mise en place, et peut-être que voilà, c'est de la mettre à 30 ou 50 à côté, à droite ou à gauche du cochonnet. Etc., etc. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà. L'idée dans un club, ça serait aussi d'avoir cette approche-là, afin de pouvoir vraiment avoir un recul objectif de son niveau propre et des joueurs, des autres joueurs. Tu dirais juste, bah regarde, ça c'est ton score, ça c'est le mien. Dans la formation, bah, je serai pointeur, toi tu seras tireur, ou moi je serai milieu, toi tu seras pointeur et l'autre sera tireur, etc., etc. Et puis ça te permet d'avoir un axe d'amélioration. Si tu veux évoluer et être un joueur polyvalent, et bah tu fais ce test tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, et tu vois ton évolution, si tu progresses ou pas. Et c'est pas mal dans le sens où, enfin voilà, c'est du théorique, hein, j'ai jamais testé, mais où justement s'il y a d'autres évaluateurs qui sont à côté de toi ou d'autres joueurs, et bah ça te met un peu, voilà, un enjeu un peu comme un concours, et du coup, et puis voilà, du coup, il n'y a pas de oh, je suis fatigué ou etc. Enfin, même en concours tu peux l'être, mais justement comme n'importe quel autre sport, quand tu es en compétition, bah tu fais en fonction de ta forme du moment, et soit tu performes, soit tu fais une contre-performance, soit tu joues à ton niveau. Donc voilà. Je sais pas si j'ai été clair, mais c'est une idée qui peut être largement améliorée, mais, euh, mais j'espère que certains feront des outils super intéressants pour nous aider à nous améliorer. Et donc justement, grâce à certains outils de ce type, euh, on pourrait vraiment chercher à regarder les éléments correctifs à l'entraînement. Et donc, est-ce que toi, tu sais gérer ta fatigue nerveuse en compétition? Parce qu'en entraînement, souvent, les gens jouent des tentes et en compétition, il y a un enjeu. Et là, bizarrement, ce qu'on dit, hein, il y a des joueurs d'entraînement, des joueurs de compétition, et il y a aussi des joueurs d'entraînement et de compétition, et vice-versa. Il y en a qui se transforment en compétition alors qu'en entraînement, ils ne sont pas forcément bons. Enfin, il y a tous les profils possibles. Mais bon, l'entraînement, il est là pour normalement aider à ce que tu fais en entraînement soit reproductible et répétable en compétition. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup de défauts de beaucoup de pratiquants euh, qui devraient être un peu effacés grâce à la structuration des clubs. C'est le manque d'application déjà. C'est quand tu vas en entraînement, c'est comme je donnais l'image des sports de combat. Je pense que si tu te prends une droite, t'aimeras pas ça. Là, c'est pas le cas au boule, heureusement. Et de toute façon, c'est contre la violence, hein. Mais l'idée, c'est vraiment bah, comme il y en a beaucoup qui disent ouais on joue pour s'amuser, bah tu t'amuses en performant, je pense, et pas en jouant mal tes boules. Donc il faut trouver le degré de relâchement pour bien jouer tout en étant appliqué. Et notamment, par exemple, dans le lancer du but, quoi. Les gens, ils lancent le but sans réfléchir, sans stratégie, et puis après, ils décident de reculer le cercle ou autre en fonction de la distance qui leur convient. En compétition, tu fais pas ça, quoi. Donc tu apprends à réfléchir, à lancer ton but correctement. Et, euh,
être positionné dans le cercle sans mordre, sans tricher, quoi. Donc ça, c'est une habitude à prendre en club et on devrait insister dessus. Et c'est là où déjà, rien qu'à la base, il manque cette structure ou cette autodiscipline que devraient avoir les licenciés. Idem, on ne prend pas l'habitude d'encourager ses partenaires, de se positionner correctement sur le terrain. On voit des joueurs en entraînement jouer sur boule, pas calculer son partenaire, aller s'asseoir ou aller discuter, etc. Et en fait, si tu fais pas entraînement, comment tu veux le faire en compétition? Apprends à faire écran pour ton partenaire quand il va tirer ou pointer. Apprends à communiquer de manière bienveillante et constructive sur peut-être une donnée quand ton partenaire perd le fil sur le point ou d'ailleurs la même chose que le pointeur, le joueur il doit pointer, il a perdu le fil, il demande un conseil à son partenaire, quelle donnée t'as prise, comment tu as joué, en demi-portée, en portée, t'as fait glisser la boule, etc. Et en fait, tout ça, c'est des automatismes à acquérir en entraînement. Et du coup, c'est beaucoup plus simple en partie. Et ta fatigue nerveuse, elle est moindre puisque tu as entraîné ton cerveau et ton corps à gérer toute cette dynamique. Donc, c'est pour ça que quand il y en a qui disent ouais, on n'est pas en concours, en entraînement, bah oui, mais justement, tu te prépares au concours, aux compétitions. Donc, si tu ne le fais pas en entraînement, comment tu auras le même jeu, en termes stratégiques d'ailleurs, ou la même attitude en compétition? Tu peux le faire évoluer, mais c'est beaucoup plus usant que si tu as répété, automatisé tout ça en entraînement. Et donc, tu as gagné en confiance pour le reproduire en compétition. Et donc, ta fatigue nerveuse, elle est moindre. D'ailleurs, aussi, c'est la même chose. Il y en a, ils disent, ouais, faut pas se prendre au sérieux. Bah non, dans le sens péjoratif, bien entendu. Mais si tu observes, c'est un des super conseils d'observer les parties des joueurs de haut niveau dans les nationaux, dans les championnats. Ces joueurs de haut niveau, ils prennent le temps pour jouer une boule. Comment toi, entre guillemets petit joueur, tu n'aurais pas besoin de faire pareil parfois? Bah oui, euh, c'est super important parfois de se reconcentrer. Des fois, il n'y a pas besoin, parce qu'il ne faut pas user son influx nerveux, mais des fois, c'est important. Et donc, il ne faut pas après chercher des excuses à dire je suis mal tombé, ouais, ma boule elle est mal tombée, ou je suis pas tombé là où il fallait. Bah oui, c'est un manque de concentration potentiellement. Ou un défaut technique, ou une faiblesse technique, ou de précision, et ça se travaille par la concentration, par la répétition, etc. Et de la même manière, dans un jeu, tu peux aussi jouer sur le rythme, accélérer ou ralentir pour déstabiliser l'adversaire, tout en respectant le règlement, bien entendu, des 1 minute pour jouer sa boule. Et donc on en vient au collectif, la pétanque à part le tête-à-tête, quoique si tu es avec un coach, etc., on peut parler de sport collectif comme ceux qui font du MMA, etc., qui rendent hommage à tout le staff, les sparring partenaires, les coachs, les managers, etc. Et bah la pétanque, elle devrait avoir ces mêmes valeurs. Et donc, est-ce que tu t'entraînes sur les points suivants? C'est-à-dire comment accompagner tes partenaires dans le jeu? Comment extériorises-tu tes sensations quand tu es en situation de tension en compétition? Comment tu encourages tes partenaires? Comment tu prends les décisions en équipe? Et comment tu assumes ces actions, soit que tu as réalisées, soit que ton partenaire a fait en situation d'échec? Est-ce que tu accuses? Est-ce que tu dis c'est pas le jeu? Il fallait faire autrement? Comment tu joues ta boule? Ou est-ce que tu le rassures? Ou comment tu le motives? Et donc tout ça c'est un travail de communication qui est usant, mais qui est super important. Et donc il faut apprendre à être concis, gérer ses émotions, et finalement c'est des compétences de management que tu peux valoriser grâce à la pétanque. Et donc ensuite pour faciliter par exemple les championnats de club ou aider les licenciés de ces clubs sportifs de pétanque à s'équiper, à se monter pour pratiquer la compétition, et tu vas tenir compte de tous les critères qui ont été cités précédemment. Et tu vas chercher donc l'osmose, le plaisir et le chemin vers de bons résultats. Pour cela, il faut avoir les mêmes stratégies. Si elles sont défensives, offensives, adaptables. Est-ce que toi tu joues plutôt lentement, tu as besoin de temps pour te concentrer, ou alors tu es plutôt un joueur rapide d'instinct? Est-ce que tu es plutôt calme et tu aimes bien que ça discute pas trop, ou plutôt bavard, tu as besoin d'extérioriser ou de discuter de la mène? Est-ce que tu es plutôt à analyser tout, ou plutôt à instinctif, à dire la pétanque c'est facile, il n'y a pas besoin de réfléchir et bim?
Est-ce que ton auto-évaluation en tant que joueur, que ce soit tireur, pointeur, milieu, polyvalent, justement en attitude, en stratégie, en meneur ou pas, elle est bonne? Et elle est bonne dans l'évaluation de tes partenaires? Et justement, est-ce que tu es un meneur ou plutôt un exécuteur? T'as pas trop envie de te prendre la tête. On te dit et tu le fais et bim, que tu sois au tir au point, pas besoin de réfléchir, t'es dans ta bulle. Ou alors t'es plutôt ouvert aussi à l'avis du coach, à l'avis des partenaires, du public, qu'importe. Donc, ce que j'attends moi de la FFFPJP, c'est aussi justement cette promotion, cette propagande en ce sens, d'une certaine rigueur et d'une certaine structure qui devrait être plus apparente à mon sens. Comme pour les sports extrêmes comme la parapente, la plongée, l'escalade, ils pourraient créer une chaîne YouTube avec des playlists différentes, avec des capsules informatives, justement, des vidéos, pour valider justement l'aspect sécurité, comme on en a parlé, le placement sur le terrain, attention aux boules, les chaussures fermées, etc. L'absence d'alcool, la non-violence, comment gérer ses émotions. Que fait la FFPJP pour la promotion de la pétanque? Les sous qu'on donne pour cette licence, elles sont investies dans quoi? Le mot du président, des exemples de boulodrome, etc. Enfin, il y aura plein de choses à faire en capsule informative et en infographie pour montrer la structure de la FFPJP. Et puis des tutos, justement, sur la technique, la stratégie. Comment évaluer son niveau. Des niveaux débutants, intermédiaires, perfectionnement. Des conseils, des astuces, des fiches techniques, justement. Et le suivi des champions. Embedded, vraiment embarqué dans la vie, avant les championnats, voilà, une vie immersive pour faire la promotion. Et donc ainsi pouvoir valider un certain niveau, comme en escalade, un passeport, différentes couleurs selon le niveau que tu atteins. Et on parle depuis tout à l'heure de la technicité, stratégie, etc., mais aussi du respect, notamment de l'environnement, des sites de compétition, du civisme, quoi. Donc, si c'est pas des passeports, c'est des ceintures comme en arts martiaux pour le licencié, pour être capable de s'auto-évaluer sur ses compétences acquises, ou bien, je dis ça comme ça, une boule de bronze, une boule d'argent, une boule d'or. Je suis boule de bronze, boule d'argent, boule d'or, pour dire à peu près son niveau en termes de connaissances, compétences boulistiques à la pétanque. Et donc voilà. Et donc la promotion, elle ne serait pas que sportive à mon sens. Il faut tenir compte de l'importance de la réalité, puisque c'est une discipline sportive mais aussi un loisir qui permettent de créer des liens sociaux. Et c'est quand même l'une des seules disciplines où on peut vraiment pratiquer de l'intergénérationnel. Tu peux avoir un gamin de n'importe quel âge qui peut jouer avec un papy, et ça c'est super. Et pareil, de la notion de mixité, tu peux jouer homme, femme, trans ou je ne sais quoi. Tu peux jouer à tout âge, à tout profil, à toute catégorie socio-professionnelle. Et ça, je trouve ça super. Voilà, l'accessibilité à tout âge, tu peux commencer cette discipline à tout âge comparé à d'autres sports où ça va être compliqué. Hein. Là, je parlais tout à l'heure justement d'escalade, etc. C'est un peu plus compliqué, il faut le reconnaître. Et justement, ces clubs de pétanque permettent de lutter contre l'isolement, quoi, social. Des gens qui sont justement à la retraite ou en fin de vie active ou qui sont malades ou qui sont au chômage ou qu'importe, ils ont cette possibilité de rencontrer des gens et de sortir de leur isolement social. Et notamment avec le phénomène actuel du vieillissement de la population, ce n'est pas négligeable, cette accessibilité à tous les âges et cette lutte contre l'isolement. Ça promeut différentes compétences et qualités, notamment la concentration du joueur, la précision et l'adresse, la coordination motrice du pratiquant de la pétanque. Du point de vue justement gestion de l'équipe, de la partie, de la stratégie, la communication, une communication bienveillante selon les cultures et constructive et adaptée à son partenaire finalement, respectueuse envers ses partenaires, envers ses adversaires et envers l'ensemble des bénévoles
qui permettent ces compétitions, la stratégie, et c'est une pratique qui permet de jouer dehors ou à l'intérieur. Et prendre l'air à l'extérieur, c'est génial quand le temps s'y prête. Donc merci à tous ces acteurs qui permettent de promouvoir la pétanque dans toute sa globalité, que ce soit en loisir ou en compétition. Merci à des légendes comme Fasino justement, qui est une exemplarité de la longévité de ses performances tout le long de sa carrière sportive, justement parce qu'il a une approche sportive, et même à son âge, il est encore très 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 fort. T'as Marco Foglio aussi, qui avec son personnage promeut la pétanque. Un exemple de partenaire idéal, t'as Philippe Quintet, la stratégie, la bienveillance, l'accompagnement. Après t'as toutes les légendes des tireurs qui sont bien connus, hein, Philippe Suchot, Didier Choupet, etc. Enfin, on pourrait citer tellement de joueurs qui nous impressionnent par leur palmarès, par leur longévité dans la performance et leur attitude. Merci à la nouvelle génération aussi, hein, avec leur sourire et leurs performances qui nous font rêver et qui nous motivent à jouer. Et notamment à l'heure actuelle en ce moment, Dylan Rocher là, qui essaie de casser les mauvaises images de la pétanque. Et c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo, c'est justement pour donner d'autres axes qui permettraient de faire évoluer en ce sens la pétanque, de la valoriser. Et notamment, il y a les joueurs de haut niveau qui doivent montrer l'exemple et essayer de faire évoluer la chose, mais il y a aussi nous, puisqu'on est quand même plus de 200 000 licenciés. Et si justement on observe des bonnes attitudes, des bons comportements en entraînement et en compétition, forcément les gens qui nous observent ou qui nous croiseront sur leur chemin, ceux qui joueront en loisir ou autres, ou qui viendront assister à des compétitions, ils seront forcément aussi transmetteurs que la pétanque est une discipline belle, sportive, avec de la rigueur, de la concentration, avec des qualités qui peuvent être transposées dans le domaine privé ou professionnel. Et en fait, il n'y aura même plus besoin de dire la pétanque, c'est un vrai sport. Déjà en disant ça, c'est qu'il y a un travail à faire et c'est dommage, quoi. Donc c'est un sport qui demande de la rigueur, de la concentration, de la précision, qui développe des capacités de management, justement intergénérationnelles, et c'est top. Donc merci aussi à McFly et Carlito là, qui vont faire leur pétanque Explorer le 22 juin. Et voilà. Faut juste dans ces vidéos de vulgarisation ou de familiarisation de propagande, distinguer que la pétanque, elle apporte beaucoup de choses, que ce soit de côté sportif mais aussi du côté loisir, et que c'est un plaisir humain et c'est une longue histoire puisque c'est depuis 1907 que ça existe et c'est une culture française et c'est génial de promouvoir ça. Et enfin, voilà, avec tous les youtubeurs, hein, je prends Sauté, hein, Sujet85 qui a donné beaucoup en termes de points de vue et de technicité accessible sur YouTube. Et puis là, récemment, il y a aussi Tanguy Pénin là, qui promeut la pétanque freestyle pour les jeunes générations. Et Franck Polo qui est pour la communauté aussi bouddhistique, de la pétanque, avec sa team. Et c'est merci à eux de promouvoir la pétanque, le suivi, le mercato, les performances des championnats, des nationaux, etc. Donc c'est top. Comme HIP a chopé en 86, moi le conseil l'avis que j'aurais, c'est que dans leur émission, ils fassent des capsules vidéo aussi, comme il l'a fait sur les interviews des joueurs, sur leur vie, etc. C'est super intéressant, c'est un peu intime, ça permet d'avoir l'envers du décor, c'est pas mal. Mais également, voilà, de donner les petits tips, les petits conseils, quoi. Comment toi tu fais pour tirer la boule, tiens, avec une petite démo, tiens, un effet gauche-droite. C'est sûr que avec un maître comme Henri Lacroix, si on avait des capsules vidéo où il donnait toutes ces tips pour sortir ses boules parfaitement sous main ou autre, ou même Benji Renault, même s'il a arrêté, peut-être qu'il pourrait au moins donner son savoir-faire, partager son savoir-faire sur sa technicité, etc. Ça serait super. Donc voilà, en tout cas merci si vous avez écouté cette présentation de podcast
sur la pétanque, en espérant que ça fasse réfléchir les pratiquants et tous ceux qui sont impliqués dedans. L'idée c'est que ça soit constructif, comme on dit. Seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Donc prenez soin de vous, surtout la santé, et beaucoup de respect et d'humanité et de solidarité. Bon sport à vous, bonne pétanque et bon délire. Ciao ciao.